Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, vaste sujet que dont j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui quelques informations dans cette époque qui est importante et surtout dans cette période de l'année, puisque certains d'entre vous vont bientôt partir en vacances, donc vous allez changer d'environnement, vous trouvez dans des mouvements de foule aussi, hein, que ce soit sur les plages ou autres. Donc c'est important de percevoir à quel point nos émotions ont un impact sur le collectif. Je pourrais dire même que ce sont nos émotions qui modifient, on peut dire, le destin de l'humanité. Les émotions, c'est quelque chose qui est très important dans notre matrice parce que c'est ce qui tisse la trame de notre avenir, aussi bien collectif qu'individuel. Donc à chaque fois que nous émettons, que nous ressentons une émotion, il y a un impact qui va se manifester sur le tout, puisque nos émotions ont la capacité d'amplifier les émotions du collectif. Donc ce qui revient à dire que les émotions négatives que nous ressentons, quand nous leur laissons imprégner par ces vagues émotionnelles, ces tempêtes intérieures, vont déclencher à plus ou moins long terme des conflits sociaux, des conflits collectifs, des conflits mondiaux, voire des guerres mondiales. Donc nous avons tous individuellement une responsabilité quant à la qualité de nos émotions. Et la question que l'on peut se poser, c'est: peut-on contrôler ces émotions? Doit-on les rejeter? Doit-on les garder en soi? Et la réponse à toutes ces questions est non. On ne peut ni contrôler les émotions, les rejeter ne sert pas à grand-chose, c'est nier la vérité, et les intérioriser, ne pas les exprimer, c'est la tempête intérieure qui provoque tous les dégâts, tous les problèmes de santé que nous pouvons avoir au niveau personnel et qui vont aussi se manifester naturellement dans le collectif. Donc dès notre naissance, nous sommes imprégnés des émotions de l'inconscient collectif. Et tels des animaux vivant en troupeau, nous sommes manipulés par nos réactions, nos peurs, nos émotions, et nous nous laissons guider par des bergers inconscients qui nous mènent droit vers le précipice. Notre mental, qui croit tout savoir, nous incite à vouloir rejeter, contrôler nos vagues émotionnelles. Mais ce n'est qu'une illusion. Il n'a aucun pouvoir dans ce domaine. Voyons comment cela se passe. Nous expérimentons la vie via notre nature biologique animale, résultant de l'hybridation entre l'esprit et la matière. Ce véhicule corps nous permet de voyager, d'expérimenter, de découvrir et d'explorer le monde. Notre finalité étant de devenir le parfait cavalier maîtrisant sa monture. Quand nous atteignons cette fréquence, nous sommes comme Chiron, le centaure guérisseur. Le cavalier et la monture ne font qu'un, l'esprit et le corps œuvrent en partenariat. Mais notre capacité, notre caractère qui en astrologie est défini par le signe ascendant, n'est pas, au début de notre vie, n'est pas en adéquation avec notre corps. Parce que nous ne connaissons rien de notre corps. Notre corps est constitué de mémoire inconsciente. Et notre travail va être redécouvrir comment fonctionne ce corps, pourquoi on a telles émotions, pourquoi on a telle réaction émotionnelle face à une situation. Et ça va être là tout le travail de notre incarnation. Le corps astral, qui est donc le corps émotionnel, est le véhicule qui est lié à ce corps animal instinctif. Tout comme les animaux, les humains vivent en troupeau, parfois sédentaires, parfois itinérants. Et tout le challenge consiste à vivre en harmonie avec le troupeau et percevoir l'impact de nos peurs individuelles sur le troupeau. Chez les animaux, quand un membre du troupeau n'est plus adéquat au bien-être du clan, il est rejeté au niveau de l'âme par le troupeau et il devient la proie des prédateurs.
il ne bénéficie plus de la protection du troupeau. Chaque troupeau est dirigé par une tête, un chef. Si celui-ci est un bon chef, il emmène le troupeau vers de bonnes pâtures, dans un environnement pacifique. Si le chef, ne maîtrisant pas ses émotions et pulsions, a tendance à se comporter comme une bête sauvage et féroce, il entraîne le troupeau dans des aventures risquées. Il cherche sans cesse de nouveaux territoires à investir et pour cela n'hésite pas à détruire les troupeaux qui y résidaient avant son arrivée. Tous les personnages qui dirigent notre humanité, qui dirigent les nations, les pays, les présidents, les rois, sont des chefs de troupeaux et ce sont les émotions de ceux-ci qui, amplifiées par l'impact qu'elles ont sur notre comportement, font que nous sommes des troupeaux d'individus bénéfiques ou maléfiques. Si le chef du troupeau a des peurs et qu'il incite un pays, son troupeau, à partir en guerre, les membres du troupeau qui vont suivre cela vont partir en guerre et vont être amplifiés l'information émotionnelle qui a été induite par le chef du troupeau. Le corps émotionnel astral du collectif humain appartient à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Celui-ci est constitué d'une partie mentale, intellectuelle, masculine, et d'une partie émotionnelle, féminine. Ainsi, tout commence par la pensée. Toute pensée qui va déclencher un ressenti émotionnel embarque chaque personne dans une réaction et dans des aventures plus ou moins agréables. Tout au long de nos incarnations, nous tissons la toile de notre corps émotionnel. Chaque pensée, émotion, en constitue une partie. Nos idées, nos croyances, nos convictions tissent ces toiles qui, telle une araignée, nous enferment dans une matrice d'illusions. Lorsque nous nous incarnons, notre corps émotionnel et notre corps mental sont imprégnés des programmes résultant de nos aventures antérieures. Ces deux corps sont inducteurs de pensées, de croyances, de réactions émotionnelles. Nous nous incarnons au sein d'un clan, d'un troupeau, d'une famille, évoluant à partir de principes, de traditions. Nos parents géniteurs nous transmettent une partie de l'inconscient collectif. Les émotions et pensées cristallisées lors de nos vies passées, agrémentées de celles de notre lignée, font partie de notre programmation cellulaire. Nous sommes donc encodés par des cristallisations émotionnelles et mentales dès le début de notre conception. C'est avec ces informations que notre soi tisse notre véhicule d'incarnation. Cela s'accomplit par une action conjointe entre Saturne, qui est le maître architecte détenant le programme de nos programmes antécédents, donc on peut dire le programme karmique, et la Lune qui va tisser notre véhicule éthérique et physique. Saturne ralentit les fluides lunaires contenus dans l'utérus maternel et cristallise les informations contenues dans ses eaux matricielles. Notre corps est créé à partir de cela. Tout comme l'arche de Noé, il contient les informations de nos vécus antérieurs. Jusqu'à l'âge de 7 ans, Saturne et la Lune nous maintiennent sous leur programmation. Notre sang est nucléé, donc informé, à partir des programmes mémoriels émotionnels de nos parents et de notre lignée familiale, transgénérationnelle, celle de notre clan humain, de notre troupeau, donc toutes ces mémoires transgénérationnelles. Donc nous commençons notre aventure sur la Terre avec ce fardeau mémoriel, cristallisé dans nos cellules dont nous sommes inconscients, et l'éducation parentale, éducative, religieuse,
va renforcer ces tendances innées préprogrammées. Nous avons tendance alors à réagir comme les membres du troupeau, du clan, à avoir les mêmes réactions émotionnelles et instinctives que nos parents, que nos frères, que nos sœurs, et c'est ainsi que les gènes transgénérationnels, véhiculant ces modes de comportement identiques, nous amènent à avoir les mêmes problèmes que nos parents, que ce soit au niveau de destinée ou de notre santé. C'est ainsi que nous parlons là de maladies transgénérationnelles. Tant que nous réagissons instinctivement à certains événements, pensées, croyances, nous demeurons comme un animal soumis aux règles du clan. Et c'est ainsi que de vie en vie se perpétuent nos mémoires karmiques engorgées de nos cristallisations émotionnelles et mentales. Dès qu'un membre du clan vit une réaction émotionnelle négative ou une situation. Imaginez par exemple un enfant qui va avoir un problème de santé qui résulte justement d'une cristallisation émotionnelle, donc d'une peur, d'une peur ancestrale. Quand la mère se met à s'inquiéter pour son enfant et se cristallise sur le problème de l'enfant, a peur pour lui. Donc la peur de l'enfant va se transmettre à la mère et il va y avoir une osmose qui va se passer par la loi de l'empathie. C'est-à-dire, la mère va vivre les mêmes problèmes et avoir des peurs. Les peurs de la mère vont amplifier les problèmes de l'enfant. Et l'enfant va ainsi, l'émotion de peur qu'il a transmise à sa mère va être amplifiée par les émotions de sa mère. Donc les émotions de la mère vont amplifier la problématique de l'enfant. C'est ainsi que, là, on peut dire que l'angoisse que va avoir la mère vis-à-vis des problématiques de l'enfant va augmenter la problématique de santé de l'enfant. Et c'est ainsi que dans les familles et dans les clans, les angoisses de l'un peuvent provoquer une sorte d'infection émotionnelle dans le collectif. C'est donc très très important. Pourquoi ? Puisque au début de l'incarnation, ce sont souvent les mémoires du clan qui vont se manifester à travers nous et qu'il va falloir faire un travail tout au long de sa vie pour se décristalliser, se désidentifier des émotions du clan. Nous faisons partie d'une famille, mais nous sommes des individus ayant une destinée personnelle. Nous ne sommes plus des animaux, nous avons une conscience individuelle. Et notre travail en tant qu'être humain, c'est de savoir se dissocier de cela. Donc le meilleur travail, la meilleure aide que pourrait apporter une mère à un enfant qui a une problématique, c'est de lui envoyer de l'amour, de la lumière, mais de ne pas se laisser imbiber par la fréquence émotionnelle. Sinon, le problématique, et c'est là la cause de toute la transmission des maladies transgénérationnelles. Si on parle d'une maladie, par exemple, comme le cancer, prenons l'exemple, par exemple, du cancer du sein pour les femmes, quand une mère vit un cancer du sein qui est lié à une transmission générationnelle de sa lignée qui a été transmise par la mère, etc. Donc quand une mère va avoir ça, elle va transmettre génétiquement cette information à sa fille, à ses filles. Et si les filles ont le même comportement réactionnel, émotionnel dans la vie que leur mère, elles peuvent attraper ou elles peuvent déclencher, on peut dire, la même maladie chez elles. Mais dès qu'une fille cesse de se comporter réactionnellement, émotionnellement comme sa mère, donc qu'elle va pouvoir évacuer certaines vagues émotionnelles, ça je vais vous expliquer ça après, la fille ne va pas avoir le cancer. Ce cancer ne va pas se manifester. Il n'était qu'un potentiel. Et avantage, si elle ne le manifeste pas, elle ne transmettra plus le gène à ses propres enfants.
Vous voyez l'impact de la transmission génétique. Donc les maladies héréditaires transgénérationnelles ne se manifestent que parce qu'une partie de nos émotions, de notre conscience, se laisse imprégner de cela. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ce n'est point une malédiction, ce n'est pas un truc à subir. C'est une information qui est donnée, mais pour que nous puissions justement la transformer. Notre corps est notre animal et nous devons apprendre à chevaucher avec souplesse. Tant que nous luttons contre notre corps, nos émotions et notre clan parce qu'il semble ne pas nous convenir, que nous le maltraitons par la mauvaise nourriture et les pensées négatives, il se rebelle, il tombe malade, s'épuise, réagit. Afin d'éviter tout cela, nous devons observer les dresseurs de chevaux. Le cheval étant l'animal qui représente justement ce corps astral. Voilà, cheval sauvage qui, une fois dressé, devient un magnifique compagnon de voyage. Tant que notre psychisme reste imprégné par les mémoires du clan, nous demeurons en guerre contre les autres, contre ceux qui paraissent dangereux, ceux que l'on croit ennemis, ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, il suffit d'une parole pour que nous partions en cavale, dans une aventure qui nous fait vivre une multitude d'épreuves inutiles. À force de regarder et de juger les comportements des autres clans, nous formons une armure de croyances, de préjugés, de prétentions, et nous passons notre vie à juger et à critiquer le comportement de ceux qui, selon notre point de vue, sont les causes de nos problématiques. Tant que nous demeurons imprégnés et immergés dans les croyances et traditions du clan, nous perpétuons ces mémoires et les transmettons à nos enfants, qui seront ainsi impactés par les mêmes problématiques que nous. Voir les problèmes, vous voyez par exemple les problèmes karmiques, les problèmes émotionnels, de haine et de rancune qui se passent dans les clans, comme on voyait à une certaine époque, bon peut-être encore maintenant, chez les Écossais, chez les Corses, dans les religions, etc. Vous voyez, comme quoi l'arrière-petits-enfants subit encore des problématiques qui sont liées à un problème qu'a eu son arrière-arrière-grand-père avec une autre famille. Et c'est ça qui perpétue les guerres sur la Terre. Donc nous devons apprendre à nettoyer ça. C'est là tout l'impact du pardon. À chaque fois qu'une situation, qu'une rencontre ou une personne nous amène à réagir émotionnellement, nous nous faisons piéger. Nous réagissons instinctivement comme des animaux pour répondre à des stimuli émotionnels et mentaux qui ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions. La majeure partie de nos pensées quotidiennes qui déterminent notre vision de vie ne viennent pas de nous, mais du collectif. Et nous captons celle-ci via la télépathie vibratoire, mentale, émotionnelle, sans nous en rendre compte. Nous sommes immergés dans la conscience du troupeau. Chaque émotion du troupeau nous fait réagir et chacune de nos émotions va impacter le troupeau. Prenez un troupeau d'animaux. Il suffit qu'un seul animal ait peur pour qu'il mette la panique dans tout le troupeau. Et c'est ce qui se passe aussi pour nous en tant qu'êtres humains, vous voyez, quand nous sommes dans des groupes, par exemple un groupe de manifestation pacifique, il suffit qu'un seul personnage dans le groupe commence à déclencher de la violence, qui va déclencher un climat de violence et de panique pour que ça termine par une guerre, par un conflit contre les forces de l'ordre, etc. Alors qu'au début, ce n'était pas du tout le but. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de la panique. Donc le travail, c'est important. Quand par exemple, si vous êtes sur un bateau et que le bateau est en train de sombrer parce que, bon, il y a, voilà, comme l'histoire du Titanic, ceux qui vont pouvoir maîtriser,
contrôler, on peut dire diriger leurs émotions, qui ne vont pas se laisser impacter par la panique collective, vont avoir de la possibilité de s'en sortir et peut-être d'aider des gens. Mais si la panique s'emmène, c'est foutu. Dès que la panique arrive, automatiquement, ça finit en catastrophe. Et c'est ce à quoi nous devons travailler chacun d'entre nous. Nous vivons dans des climats émotionnels qui sont difficiles, avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, les changements climatiques, tout aussi les mauvaises visions de l'avenir que nous pouvons avoir, la peur de mourir, la peur des maladies, la peur des extraterrestres et tout ça. Et chacun d'entre nous se doit d'avoir une maîtrise. Et la maîtrise, ce n'est point par le rejet. Donc prendre déjà conscience que la plupart de nos émotions appartiennent au troupeau. Donc les problématiques de santé qu'a une personne parce qu'elle s'est laissée impacter par des émotions négatives ne nous appartient pas et nous n'avons aucun pouvoir de la transformer, si ce n'est qu'en envoyant de la lumière, de la pensée positive envers cette personne, peut-être en l'aidant psychologiquement, mais nous ne pouvons pas soigner, nous ne pouvons pas guérir une personne par l'extérieur. Voilà, je vais vous faire une vidéo là-dessus en relation avec la guérison collective. Ça, c'est très important de comprendre parce que nous ne faisons qu'amplifier le problème. Alors quand une personne a un problème de santé ou un problème émotionnel, qu'elle en parle autour d'elle, ça fait qu'amplifier les choses, parce que si vous parlez de votre problème à quelqu'un qui va en parler à quelqu'un d'autre, etc., etc., imaginez que vous ayez par exemple une maladie, vous en parlez à votre voisin, vous en parlez à votre voisine, et puis les voisins en parlent à leurs enfants, aux bouchers, aux charcutiers, aux gens du village. Quand vous allez vous promener dans le village, tout le monde va savoir que vous avez cette maladie. Et tout le monde va avoir de la compassion pour vous, va dire « Ah mon pauvre, je comprends, etc. » Et ça va amplifier votre état émotionnel. Et ça va amplifier votre problématique. Ça ne guérira pas votre santé. Au contraire, ça vous maintiendra parce que tout le monde vous verra avec ce problème. C'est pour ça que dans la spiritualité, on dit souvent « Attention, ne parlez pas trop de vos projets ou de vos problèmes à autrui, car cela ne vous apportera jamais la solution, mais amplifiera vos problèmes. » Alors certes, vous pouvez en parler à des personnes qui ont des compétences peut-être pour vous aider dans ce domaine, mais c'est un travail qui se fait en intimité. C'est pour ça que vous allez par exemple parler à votre médecin ou parler à votre thérapeute d'une problématique que vous avez pour qu'il vous aide à comprendre et à entreprendre votre chemin d'auto-guérison. Mais le thérapeute prête un serment de silence, comme le faisait aussi le curé dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas propager ces choses-là, parce que cela ne fait que les amplifier. C'est le principe même de la rumeur. Vous voyez, si vous envoyez vous pensez quelque chose de négatif vis-à-vis de quelqu'un, parce que voilà, vous ne le ressentez pas, hop, ça y est, vous allez entretenir ça et puis en parler à des gens. Oh, celui-là, je me méfie, là, il n'a pas l'air clair, etc. Vous allez entretenir une rumeur et cette rumeur va finir par impacter la personne. La mauvaise réputation d'une personne dépend parfois d'une seule personne qui au début a lancé une information. Et à chaque fois que vous participez à cela, vous êtes vous-même impacté par cela. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Donc à chaque fois que nous entendons une parole qui n'est pas en accord avec nos convictions, qui sont celles du clan, nous réagissons et nous condamnons, nous accusons ou nous rejetons celui qui a dit cette parole. Nous le considérons alors comme un ennemi. Nous nourrissons de la rancune vis-à-vis de lui et nous enfermons dans une spirale infernale. Comme actuellement, nous avons encore certaines rancunes émotionnelles, collectives, qui sont marquées par les dernières guerres. Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment encore pas les Allemands. Alors regardez par exemple avec les Anglais. Il y a des gens, les Anglais par exemple, la nationalité anglaise,
Hein. Nous avons eu des vécus, nous, en tant que Français, où les Anglais étaient nos alliés, mais nous avons des mémoires antérieures où les Anglais n'étaient pas nos alliés. Hein. Demandez à Napoléon, hein, on n'a pas toujours été copains avec eux. Donc vous voyez, des moments ils sont ennemis, des moments ils sont amis. Et ben, les Allemands c'est pareil. Avec les Allemands, nous avons plutôt des souvenirs d'ennemis. Hein, il y a très peu de pays, il y a très peu de périodes de notre histoire où nous avons été en copains, on peut dire, avec les Allemands ou aussi avec les Saxons dans les temps anciens. Donc vous voyez le truc. Donc je veux dire, bon, maintenant il faut arrêter. Et c'est vrai qu'on peut se dire, alors que ce soit avec les Chinois, avec les Russes, avec tout ça, faut arrêter de nourrir des informations collectives qui nous maintiennent dans des images de troupeaux séparés les uns des autres. Nous sommes tous immergés dans la même conscience collective, nous sommes tous immergés dans la même énergie de vie, cette énergie qu'on appelle christique, cette énergie de vie qui fait qu'on soit blanc, qu'on soit noir, voilà, etc., qu'on ait des parents qui aient fait des choses pas claires ou autres, c'est pas notre problématique. C'est notre problématique, elle est ici et maintenant. Ce que nous avons fait dans le vie passée va modifier notre destinée actuellement et nous sommes là justement pour faire ce ménage. Et enfin, accéder à cette identité qui est notre destinée à tous, devenir des humains conscients, des humains respectueux les uns des autres, capables de vivre en solidarité et en fraternité avec les autres. Sinon, tout au long de nos vies, nous cristallisons des blessures émotionnelles qui sont enregistrées par notre ego, qui est gardien de l'amour-propre. L'ego œuvre avec le cerveau reptilien. Il a pour rôle de protéger notre corps contre le danger. Et il fait cela via des réactions instinctives. Mais quand il est connecté à notre petit moi de la personnalité, qui nous fait croire que nous sommes conscients de qui nous sommes, suite à toutes les définitions que nous acceptons, il devient l'agent des forces sombres. Toute parole qui ne le convient pas nous amène à avoir des attitudes réactionnelles. Chaque génération dispose dans son plan d'incarnation un programme de blessures émotionnelles, individuelles et collectives. En chacun de nous, la vie dans un secteur particulier de sa vie. En astrologie, on étudie ça un petit peu avec Chiron. Chiron, le guérisseur, nous informe sur cela dans notre charte astrologique et il nous aide à mettre le point sur ce qui est à guérir. Tant qu'une blessure n'est pas cicatrisée, et vous savez que toute blessure se guérit de l'intérieur, jamais de l'extérieur. L'extérieur, vous pouvez avoir du soin, quelqu'un va vous soigner, vous allez soigner une blessure, mais regardez, quand vous vous coupez, par exemple, vous apercevez qu'il y a une croûte qui se fait, mais la guérison se fait de l'intérieur. Les cellules commencent à reconstruire la peau et la chair depuis l'intérieur, et quand c'est fini, pof, il y a la croûte qui sèche et qui s'en va, et c'est guéri. Jamais ça vient de l'extérieur. Donc c'est ça qu'il faut prendre conscience. L'extérieur peut nous apporter du soin, mais jamais la guérison. La guérison vient toujours de l'intérieur. Tant qu'une blessure n'est pas cicatrisée, elle se rouvre à la moindre occasion. La Lune se charge de provoquer les événements pour cela. Elle sait tout. Elle a participé à la création de notre corps. Ainsi, à chaque fois que nous trouvons face à une personne, une situation, une lecture, une image qui réveille cette mémoire, il est judicieux de l'observer, de prendre du recul, de se poser la question « Pourquoi cela me dérange-t-il » Quel schéma intellectuel ou émotionnel perturbe? Et quand la clarté apparaît, il suffit de nettoyer cette mémoire cachée grâce à notre capacité de pardonner. Il importe donc de ne jamais prendre de décision ou de réagir instinctivement quand on est impacté par une vague émotionnelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Que l'on ressente de la tristesse pour un événement ou de l'enthousiasme pour un projet, il faut attendre que la vague émotionnelle soit calmée. Sinon, on prend de mauvaises décisions provenant de réactions instinctives. On s'engage dans un projet, on rejette quelqu'un ou une idée
sans prendre le temps de se calmer. Tant qu'on ne fait pas cela, on s'enferme dans un processus de problématique. La vie est constituée de hauts et de bas. Nous pouvons vivre des moments d'exaltation, quand nous tombons amoureux. Mais cela ne dure qu'un temps. La vie à deux est parsemée de problèmes à régler. La personne à aimer peut tomber malade. Elle peut nous quitter, nous trahir. Nous devons accepter les émotions qui nous traversent sans chercher à les retenir, à les contrôler ou à les rejeter. Comment peut-on contrôler des émotions alors qu'elles ne nous appartiennent pas et qu'elles sont juste des réactions biologiques corporelles? Chaque émotion, qualité d'émotion, va générer dans notre corps un flux hormonal, donc un fluide hormonal, pareil pour chaque émotion, et qui va modifier la biochimie de notre corps, donc notre santé. Notre état, vous voyez par exemple la biochimie du corps, le pH du corps est affecté par nos émotions. Donc nos émotions peuvent nous guérir ou nous blesser. Quand nous réagissons face à une vague émotionnelle, imaginez par exemple vous êtes sur un bateau et vous êtes en pleine tempête. Voilà, il y a la tempête, donc le bateau fait des hauts et des bas, etc. Voilà. Si vous avez un problème relationnel à régler avec quelqu'un du bateau que vous n'aimez pas parce que il vous a dit quelque chose ou peut-être qu'il vous a pas rendu un objet qui vous doit, etc. Est-ce que vous croyez que c'est le moment, au moment où il y a la tempête, de vouloir régler le problème avec la personne? C'est impossible. Et c'est la même chose qui se passe. Donc ça crée une tempête, et puis automatiquement, si vous dites à la personne « Ouais, tu te rends compte, tu m'as pas rendu encore le truc que je t'ai prêté la semaine dernière, en plein milieu de la tempête, alors que le gars, il est juste occupé à sa survie », il va vous envoyer promener. Dans un couple, imaginez par exemple que vous êtes en conflit avec quelqu'un, les scènes de ménage qui font partie du quotidien, vous êtes en conflit avec une personne que vous n'êtes pas d'accord avec votre compagnon ou votre compagne. Et puis d'un seul coup, paf, vous vous emportez, la colère monte, etc. Comme ils disent dans le Midi, la bouffaïs qui monte. Hop, voilà, ça monte, puis d'un seul coup, ça y est, la vague émotionnelle, là, vous lâchez tout un paquet de trucs, et vous allez déverser tout ce que vous avez accumulé dans la relation que vous n'avez pas osé dire à votre compagnon. Vous allez lui dire des choses, là, vous allez sortir un paquet de trucs, et peut-être même vous allez prendre la décision de le quitter. Vous allez partir en claquant la porte, je vais te quitter, je vais te divorcer, tac, vous partez. Voilà, vous êtes pris par l'émotion. Et puis, ça se calme. Puis à ce coup, quand vous revenez, vous apercevez que, voilà, vous allez retrouver votre compagnon ou votre compagne, et puis vous allez être là, et puis ça va être difficile d'oublier ce qui a été dit. Vous avez dit des choses comme si vous avez dit « je suis hors de moi ». Vous allez peut-être demander pardon à la personne, parce que vous apercevez que vous avez peut-être dit des choses que vous n'auriez pas dû dire. « Ah, excuse-moi, je ne pensais pas ce que je disais, etc. » Mon œil, vous ne pensiez pas ainsi, si vous l'avez dit, c'est qu'il y avait bien quelque chose en vous qui avait été bloqué quelque part. Et les choses que vous avez dites peuvent très bien ne pas être oubliées ni pardonnées par l'autre. L'autre, il va vous dire, tu m'as dit ça tout à l'heure. Imaginez que vous preniez la décision de quitter quelqu'un sous un coup de tête dans une colère émotionnelle et que vous revenez vers lui. La personne vous dit, le gars, par exemple, vous revenez dans votre maison et puis votre compagnon ou votre compagne, il vous a foutu toutes vos affaires dehors parce que vous aviez dit que vous allez le quitter. Et vous voyez le dégât que ça provoque. Donc après, essayer de rattraper le truc avec ça, ça va être pas facile. Et puis même le compagnon, lui, vous a certainement dit des choses aussi qui vous ont impacté. Donc vous voyez, quand vous êtes dans une période comme ça de scène de ménage, que vous sentez que ça monte, à un des moments, il faut savoir dire stop, chacun dans son coin. Attends avant de parler, prends le temps, place-toi en observateur. C'est bon, tu vas aller dehors, et dire, prenez un grand bol d'air, allez dehors, criez un coup si vous avez envie, mais c'est pas le moment de sortir, de déballer tout le pataquès de trucs que vous avez vis-à-vis de la personne, parce que c'est pas le moment. Par contre, quand la vague émotionnelle est passée, que vous avez repris un petit peu vos esprits, que vous c'est apaisé, que vous retournez face avec votre partenaire, vous pouvez peut-être dire, voilà, ça a été dur, donc voilà, vous allez peut-être pouvoir en parler, dire des choses qui vous dérangent chez la personne, ou que, dire, mais en parler
avec une qualité d'observateur. Quand vous pourriez en parler à un thérapeute, par exemple. Vous voyez, à partir de là, vous allez pouvoir peut-être mettre au point, dire bah oui, il y a ces choses-là, oui, il y a des choses qui, voilà. Osez déjà dans un couple dire chaque jour les choses qui ne vont pas, sans accuser. Si votre partenaire vous dit quelque chose qui vous dérange ou qui ne vous convient pas, osez le dire. Sans dire ah, il va penser ceci ou cela, osez le dire, mais sans accuser, en disant ah ben tu vois, tu m'as dit ça, franchement ça me plaît pas, ou alors dire ah ben non, ce genre de musique, moi j'aime pas, tu vois, quand tu joues de cette musique, ça me perturbe intérieurement, et j'aimerais, si c'est possible, que tu mettes pas cette musique quand je suis là, parce que ça me perturbe. Dire les choses simplement. Et avec vos compagnons, vos compagnes, et aussi avec vos enfants, avec vos parents, et avec tous les gens, et avec vos collègues de bureau, si on était capable d'exprimer naturellement les choses comme ça, en disant les choses sans accuser, sans condamner, sans rentrer dans des réactions émotionnelles, on aurait beaucoup plus de paix sur la Terre, et ça a un impact sur le collectif. Si on n'arrivait à vivre comme ça, je vous garantis qu'il n'y aurait plus de guerre sur la Terre, il n'y aurait plus de conflits, plus de conflits raciaux, plus rien. Et ça vient justement de notre animal intérieur qui n'est pas maîtrisé. Vous savez, quand on dit qu'on a un corps animal, hein, notre corps émotionnel nous fait réagir comme des animaux. Il y a des gens qui ont des langues de vipères, il y a des gens qui aboient comme des chiens, vous voyez, il y a des gens qui ricanent comme des hyènes. Regardez tous les animaux, toute la gamme des animaux, et regardez, ben nous avons tous ça en nous. Ce sont ce qu'on appelle nos écuries intérieures. Et comme je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, enfin déjà depuis quelques années, que nous entrons dans l'ère du Verseau et que nous passons par le signe du Verseau, 11e travail d'Hercule, Hercule nettoie les écuries d'Augias. Nous sommes dans une période où nous devons nettoyer nos écuries. Sinon, puisque nous allons passer dans un autre monde, nous avons besoin d'un véhicule. Notre corps est l'arche de Noé. Imaginez dans l'arche de Noé intérieure qu'il faut éviter, il faut faire un grand nettoyage, sinon on va patauger dans des déjections. Imaginez un bateau avec plein d'animaux qui font leur déjection dans le bateau. Imaginez l'ambiance pour la traverser. Il faut nettoyer avant. Il faut nettoyer toutes ces choses en nous. Voilà. Donc, considérez les émotions comme un nuage qui passe, comme une vague émotionnelle. Vous savez, quand vous êtes au bord de la mer, que vous avez une vague qui arrive, hop, une vague vient, et puis elle s'en va. Voilà. Quand il y a des tsunamis, ben, il y a des grosses vagues, il y a des grosses tempêtes. Si vous habitez dans un pays comme la Bretagne, qu'est-ce que vous faites quand il y a une tempête? Ben, vous observez la tempête. Ce n'est pas le moment où vous allez partir en mer ou que vous allez vous baigner. Vous restez en tant qu'observateur de la tempête. Vous voyez, vous savez que la tempête, elle va se calmer. Mais si vous prenez votre bateau au moment où la tempête fait rage, ben, naturellement, vous allez être emporté par la vague. Et c'est important d'en prendre conscience de tout ça, vous voyez, dans le quotidien. Les émotions, nous subissons, nous ressentons les émotions du collectif. Arrivez à dissocier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. La colère d'une personne ne vous appartient pas, sauf si vous-même, ça déclenche votre propre colère. Donc considérez les émotions comme un nuage qui passe. Bon, les enfants, ils font très bien ça. Vous voyez, par exemple, un enfant, il peut très bien se mettre en colère, dire « Ah maman, je t'aime plus, je te déteste, etc. » Et puis 5 minutes après, il va vous sauter dans les bras, il va vous dire « Maman, je t'aime. » L'enfant, il vit ses émotions. Les animaux expriment leurs émotions dans l'instant. Quand il a peur, le chien, par exemple, il aboie, le cheval va hennir, ou va donner un coup de sabot, ou va avoir des réactions, mais l'animal, il oublie, puis tout rentre dans l'ordre. Cependant, l'animal garde la mémoire émotionnelle, la peur instinctive. Donc si un cheval, par exemple, passe dans un endroit et qu'il a eu peur, voilà, après il va continuer sa vie, il peut garder cette peur. Par contre, s'il repasse au même endroit, la peur peut revenir. C'est ce qu'on appelle la peur instinctive. Nous, les humains, on a cette capacité d'avoir des instincts conscients, ce qu'on appelle l'intuition. Nous avons une identité individuelle, une capacité de faire des choix, alors que les chevaux, et puis tous les animaux fonctionnent avec un esprit groupe extérieur. Voilà.
Voilà par exemple un cheval qui a vécu un traumatisme suite à une situation, oublie, il retrouve son comportement naturel sauf au moment où une situation identique se représente. C'est ainsi qu'un cheval traumatisé peut devenir dangereux et y impacte tout le troupeau. Hein. Le corps émotionnel est un centre d'énergie. Nos états émotionnels modifient donc la biochimie cellulaire de notre corps, notre ARN et notre environnement proche, les animaux, les plantes et les autres humains. Et ainsi, nos états émotionnels perturbés apportent du malaise à toute la planète. Il suffit qu'une personne panique lors d'une situation dangereuse pour que tout le troupeau se mette à paniquer. Donc, vous voyez l'importance de nos émotions. Nos émotions amplifient les émotions du collectif. Et c'est ça qu'on appelle la matrice. Nous sommes dans ce monde. Nous avons tous notre... Voilà, quand vous ressentez de la colère intérieure, que vous êtes dans la colère, que vous nourrissez cette colère, que vous soyez seul ou pas, cette colère impacte toute la planète. Donc vous êtes responsable après de la colère collective. Pour sortir de cet enfermement matriciel animal, nous devons nous éloigner du troupeau afin de nettoyer ce qui doit l'être. C'est une expérience solitaire. On se marginalise pour se libérer de la mémoire du clan, inscrit dans nos cellules, comme des clés d'enfermement. Il est donc important de percevoir que nos émotions ne nous appartiennent pas en propre. Les idées non plus. Il faut donc les laisser passer, comme des nuages, sans chercher à savoir d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, quelle est la cause, où elles vont, car le mental ne peut pas comprendre le fonctionnement émotionnel. Il n'est que le passager du véhicule qu'est votre corps, mais ne connaît rien de celui-ci. C'est au fur et à mesure du voyage qu'observant comment fonctionne votre véhicule corps face au trafic de la vie, au monde environnant, que vous allez pouvoir apprendre à le connaître. Le conscient, qui est le mental, va alors petit à petit percevoir comment fonctionne son inconscient. Tout simplement en observant ses réactions émotionnelles, sans chercher à rien changer, à contrôler. Juste à enlever la charge émotionnelle cristallisée. C'est la même chose que vous faites quand vous apprenez à conduire une nouvelle voiture. Vous devez apprendre les réactions de votre voiture, les freins, les nouvelles commandes, etc. Ça demande un certain temps. Quand vous avez fait la voiture au début, vous êtes un petit peu mal à l'aise avec. Voilà. Donc, le souvenir de l'expérience antérieure demeure en nous, mais elle ne déclenche aucune vague émotionnelle ou autre. Petit à petit, vous comprenez comment fonctionne votre monture, votre corps. Vous percevez ce qui vous dérange, ce que vous aimez, et vous faites de votre corps un bon compagnon. Vous savez que ce que vous nourrissez votre corps, la nourriture alimentaire, la nourriture psychique est très importante. La nourriture psychique et mentale, émotionnelle d'un corps est plus importante encore que la nourriture physique. Même si la nourriture physique est importante, donc d'avoir une nourriture non polluée, vous pouvez manger des produits bio, etc. Mais si vous nourrissez des pensées émotionnelles négatives, des peurs de l'avenir, des angoisses, des rancunes contre vos enfants, contre vos parents, contre votre famille, contre votre voisin, contre des gens extérieurs, votre santé ne sera jamais au top niveau. Parce que toutes les pensées négatives provoquent des problèmes dans le corps, acidité, etc. Et donc c'est de la qualité de nos émotions que dépend la qualité de notre corps physique. Et les premiers organes qui trinquent de notre corps, c'est l'estomac, le foie, la rate et aussi naturellement les intestins. Quand on a des problèmes de ce côté-là, c'est qu'il y a des choses qu'on ne digère pas. On a des réactions émotionnelles, on est toujours en train de réagir. Et la réaction nous amène à être dans un stress perpétuel. Et le stress va finir par détruire l'harmonie cellulaire de notre corps. Donc, de la qualité de nos émotions dépend la qualité de notre santé, de notre destinée individuelle et collective. Donc, nous expérimentons la vie dans une matrice émotionnelle constellée de ces émotions collectives cristallisées. Et tant que nous demeurons attachés à des croyances, des traditions, des habitudes, des pensées, nous pataugeons dans la mélasse émotionnelle. La moindre nouvelle révélée par les médias nous met dans des états de panique émotionnelle, nous incitant à prendre des mauvaises décisions.
Il suffit que l'on annonce une possibilité de crise économique pour que nous réagissions comme si celle-ci était inéluctable. Notre mental alors imagine ce qui peut se passer, cela réveille des émotions, générant la panique, modifiant la biochimie cellulaire, tout s'affole en nous et nous réagissons en fonction de cette mauvaise nouvelle. Et nous permettons à celle-ci de se réaliser, nos cellules s'affolent et déclenchent des problèmes de santé. Notre pensée tisse la trame d'un futur probable qui modifie notre présent. Nous devenons alors victimes de nos projections mentales et émotionnelles. Afin d'exciter cela, certaines personnes préfèrent s'isoler, vivent dans la nature, sans contact humain afin de ne pas être perturbés par les émotions et les vagues émotionnelles collectives. Ils peuvent manger bio, n'écouter que de la belle musique, être en bonne santé, mais ne plus avoir d'intensité émotionnelle dans leur vie, se contenter de surfer sur la vague et avoir une vie sans joie, une vie fade. Bon, ils peuvent vivre longtemps, mais ils vont s'ennuyer, c'est une vie sans... La vie humaine est faite pour être sans cesse comme ça. Voilà. Ce sont les vagues émotionnelles de la vie qui nous donnent de l'intensité. Les situations difficiles nous aident à nous dépasser. Il faut donc oser plonger dans l'ombre et faire face à nos ennemis intérieurs. C'est indésirable. Ne pas se contenter de superficialité. C'est dans les grandes tribulations que les humains révèlent leur potentiel. Cependant, avant de s'immerger dans le monde animal, dans le monde émotionnel, où les humains vivent en troupeau, où le bien-être de chacun dépend de celui de l'autre, on se compare, les désirs, les frustrations, enfin tout ce monde humain, il faut savoir prendre du recul. Donc se séparer du troupeau pour un temps. Oser prendre le temps, nettoyer, devenir conscient du processus et vivre une période de solitude, mais ne pas y demeurer. Ainsi, si vous trouvez au milieu d'une ambiance peu bénéfique, une manifestation violente, par exemple une guerre, un conflit familial, une lutte sociale, vous en ressentirez les ondes négatives. Et l'important, vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion collective qui vous inciterait à la violence contre les forces opposées, voire par exemple pendant la Révolution française, ne pas se laisser emporter par la colère, la tristesse ou la violence. Prendre du recul, s'éloigner du troupeau, prendre le temps d'observer les réactions émotionnelles de notre corps animal, se calmer, se reconnecter, mais ne pas vivre en marge du monde. Le but, ce n'est pas de rester tout seul isolé dans son coin, c'est de prendre du recul pour ne pas se laisser impacter par la vague émotionnelle collective. Donc si vous êtes dans une ambiance où tout le monde a peur, etc., vous devez être la seule personne à avoir confiance et foi parce que vous allez pouvoir apporter du bien-être au troupeau. Il faut percevoir qu'on ne peut pas être indépendant. L'indépendance n'existe pas. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Mais autonome, oui, l'autonomie mentale, émotionnelle est indispensable pour sortir de l'enfermement. Une fois le calme retrouvé, ne pas hésiter à retourner vers les gens, la famille, le monde, accepter ces climats émotionnels perturbés sans perdre le contrôle. Et ainsi, vous pouvez être celui ou celle qui apporte le calme au milieu de la tempête, la lumière au milieu de l'ombre, la conscience au milieu de l'inconscience, pacifier les énergies et améliorer les conditions de vie du collectif, donc de l'avenir de l'humanité. Quand on est capable de demeurer calme au milieu d'une foule agitée, on apporte une bonne énergie, on ne s'emballe pas, on est détaché des blessures d'amour-propre, de l'ego émotionnel. On se trouve alors comme le cavalier maître de sa monture, le chef du troupeau, celui qui montre la voie, tout en sachant que cela ne plaira pas à tout le monde. Certains peuvent nous aduler, d'autres feront de vous une idole, un héros, d'autres vous jetteront des pierres, vous banniront, vous rejetteront, car ils ne peuvent imaginer et vivre ainsi leur vie, tant qu'ils fonctionnent dans leur côté instinctif. Ils ont besoin de combattre pour se sentir exister, de trouver des coupables à châtier, des ennemis à combattre. Ils ne veulent pas entendre le bruit de leurs ennemis intérieurs. Et le chef du troupeau doit accepter cela. Et ne pas s'identifier aux éloges ni aux critiques. Il demeure centré sur sa conscience supérieure. Il devient alors comme le centaure guérisseur,
qui est le canal de guérison du Père-Mère. Il ne se prend pas pour Dieu, mais il en est le canal conscient. Il observe l'œuvre du Créateur se révélant à travers sa propre identité, sa corporalité. Il vit de ce monde sans être impacté par les vagues émotionnelles de celui-ci. C'est le travail à réaliser pour tout être humain. Immerger dans la foule et les émotions animales et apporter autre chose, comme l'a fait Jésus. Quand le petit moi fusionne avec le moi supérieur, il n'y a plus de différence entre les deux. On retrouve l'origina. On peut être un maître enseignant, mais aussi enseigné. On peut être enseigné par un chien, par un arbre, par une réaction humaine. Tout devient forme d'enseignement. À partir de là, on peut être au milieu d'un tsunami émotionnel perturbé, comme c'est le cas actuellement, sans juger. On observe. On n'a pas à juger. Par exemple, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques qui vont être en France, qui vont provoquer un sacré remous émotionnel, vous en êtes conscient. Et puis aussi, il y a ce truc en Russie, là, voilà, sur le coup. Par exemple, il y a l'Eurovision, par exemple, comme l'autre jour. Voilà. Alors l'Eurovision est là, tous les pays participent à l'Eurovision, sauf les Russes. On rejette les Russes. Mais la question à se poser, c'est que est-ce que les chanteurs et artistes russes qui chantent de belles chansons, sont-ils responsables de ce qui se passe au niveau du collectif de la Russie? Pourquoi ont-ils été mis à l'écart? Est-ce qu'on mélangerait la politique et le côté artistique? L'émotionnel et la conscience? Parce que quelque part on juge, tout ce qui vient de Russie est mauvais. Et vous voyez à quel point c'est ce genre de comportement qui finit par créer des conflits. Quand on entend aussi un président qui dit par exemple, les Russes vont envahir la France, c'est une information qui vient d'un ressenti individuel. La question est, comment ça vous fait réagir, vous, individuellement? Est-ce que vous donnez foi à cette croyance ou est-ce que vous percevez que c'est juste une projection émotionnelle qui peut avoir un impact négatif pour tous ceux qui vont suivre ce mouvement? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais l'important, c'est toujours de voir la vague émotionnelle vous emporte quelque chose. Vous êtes sur un bateau, on est tous sur le même bateau, on peut dire. Voilà, il y a des périodes, puis il y a des périodes où des fois il y a des tempêtes. Pendant qu'il y a la tempête, il faut rester calme. C'est plus le calme après la tempête, c'est le calme pendant la tempête. Et quand vous êtes calme pendant la tempête ne vous perturbe plus. Vous êtes au centre de la tornade. Ça ne vous perturbe plus. Et c'est là, quand vous êtes au centre de la tornade, au centre du cercle, que vous allez pouvoir aider ceux qui sont encore pris dedans. Parce que ça va servir d'exemple. Dire, tiens, lui, voilà. Autrement, si vous paniquez, vous embarquez tout le monde dans la panique. Voilà. Donc l'importance, vous voyez, si dans votre entourage, vous avez des gens qui vivent des choses émotionnelles difficiles, comme c'est le cas actuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens, les maladies, les crises économiques, etc., apportez votre compassion, apportez votre empathie à la personne, et soyez là, quelque part. Mais ne vous laissez pas impacter par le problème de la personne. Le problème de la personne, même si c'est une personne de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos parents, ce n'est pas votre expérience. Si vous arrivez à rétablir, à maintenir la lumière dans votre aura, vous allez apporter du bien-être à cette personne. Mais si vous vous laissez impacter par les problèmes de la personne, alors que vous n'avez pas la solution, vous ne faites qu'amplifier la problématique. C'était là tout le sujet de ce partage avec vous. J'espère que tout cela vous parle. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, que je vois un petit peu comment quels sont aussi vos points de vue par rapport à tout cela. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, cette vidéo, je vais
donc la diffuser assez rapidement pour que tout le monde, ceux qui veulent, puissent les voir justement avant les périodes de grandes vacances. À très bientôt, je vous souhaite une bonne journée.